avant, après c'est des débats excessivement politiques finalement et c'est pas très intéressant à suivre, mais bon. Donc c'est bien le même cœur, WebKit, mais c'est 3 versions vraiment différentes. Donc bon. Pour en revenir, quand on fait du développement natif, les bons éditeurs, Apple, Google, Microsoft, arrivent avec des IDE ou des solutions là. Hein. Donc si on prend Apple, on a Xcode. En termes d'IDE, c'est l'âge de pierre, mais bon, voilà. Google a investi énormément sur Eclipse. Bon, on aime ou on n'aime pas. Quant à Microsoft, on sait tous que ça va être du Visual Studio, et dans ce cas-là, je pense qu'on risque de devoir développer sur Microsoft, sur Windows, quand Windows Mobile 8 sortira. Donc, sur du natif, on a des outils. Pas forcément super aboutis, etc. Mais le problème, c'est que ces outils-là, ils sont très bien quand on est un développeur, développe son application tout seul, tout va bien. À part qu'aujourd'hui, le développement logiciel, c'est rarement une seule personne devant son ordinateur, mais 5-6 personnes sur 3-4 pays, où on va avoir un découpage de tâches, où on va avoir des problèmes d'intégration continue, c'est-à-dire que en Inde, ils travaillent pas en même temps qu'en France, qu'ils travaillent pas en même temps qu'à Los Angeles, et pourtant il va falloir réussir à faire tourner tout ça. Et aussi avec des designers qui ne parlent pas du tout la même langue. Avec des designers qui ne parlent pas du tout la même langue et qui ont des cultures différentes. C'est même pas un problème de la langue, c'est un problème de culture. Si vous travaillez avec une équipe qui est en Inde, attention au oui. Parce que ça veut pas dire qu'ils ont compris. Hein. Ça veut juste dire que, d'accord, ils vont faire quelque chose. Il faut vraiment être sûr qu'ils ont bien compris ce que vous vouliez. À Berlin, on travaille avec des Polonais, parce que c'est à 60 km de la Pologne. C'est également difficile, hein, la différence de culture est quelque chose de compliqué. Aux États-Unis, c'est différent, etc. Quand on part sur le développement web, on se dit ça va être super parce que on sait faire des applications web depuis 10 ans, on a des super outils, etc. Et là, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Le meilleur éditeur JavaScript aujourd'hui, c'est celui d'IntelliJ. Alors, si vous développez sur des projets open source, c'est gratuit. Hein. Donc, vous pouvez avoir une licence et tester. Pour moi, aujourd'hui, c'est le mieux. Maintenant, c'est pas ça. Hein. C'est pas vraiment super bien intégré. L'autocomplétion, elle est pas là, etc. Donc, il y a une énorme problématique. Alors, quelque chose qui émerge surtout pour JavaScript, c'est les IDE web, les IDE qui vont être complètement dans votre browser, qui vont pouvoir exécuter le code JavaScript comme ça, à la demande, à la volée, avoir des débuggers super sympas. J'ai pas énormément d'expérience, mais je pense que Romain en a plus que moi là-dessus. Donc, Oui, nous c'est ce qu'on travaille en interne aujourd'hui. Donc l'orienté cloud, pourquoi ? Parce que ça permet à votre client, en lui livrant le code, qu'il ait un accès pour changer facilement toutes ses feuilles de style, retoucher un peu le design de service, alors pas forcément le code, mais en tout cas ça aide à la fois au développement et à la fois à la livraison et dans le suivi du projet. Donc oui, c'est une approche qui émerge aujourd'hui. En tout cas, dans le monde du web aujourd'hui, il y a 2 courants qui vont se rejoindre. Il y a le courant des web développeurs d'avant, et il y a le courant des gens qui viennent du natif et qui se mettent au full web. Et donc les deux ont leur manière de travailler. C'est pas du tout la même manière de construire son application. Donc on arrive en fait à une espèce de croisée des chemins où on va essayer de prendre le meilleur de chaque domaine, parce qu'il y a des choses très bien du côté web développeur et il y a des choses très bien, notamment sur tout ce qui est process de construction de l'application du côté développeur natif. Donc c'est un peu en ce moment que c'est en train de se faire, et je trouve ça assez intéressant, et voilà. Pour revenir sur la partie industrialisation, donc je confirme, on utilise également Jenkins et Maven et associés, donc il y a Philippe pas tout seul. Donc je confirme qu'il y a des choses à faire et des bonnes pratiques à apprendre de ce qui se pratique dans d'autres environnements beaucoup plus industrialisés. On est à l'aube d'un démarrage autour de ce
pas faire autour de la mobilité sur ces problématiques-là, mais c'est vraiment des sujets à creuser et très très intéressants. Il y a un vrai sujet pour moi qui est en bout de chaîne, qui est la façon dont on va pouvoir tester et challenger sur les applications. Aujourd'hui sur Solutions Linux, on va parler très fortement d'Android. Vous avez une segmentation monstrueuse en termes de typologie de terminaux et d'OS, et donc il y a une vraie problématique de test des développements qu'on a pu réaliser. Parce qu'on disait tout à l'heure que pendant un petit moment encore, on va être pour un bon nombre d'applications obligé de faire du natif ou autre. Et donc il y a une vraie problématique de tester sur les différents environnements. Et je voulais souligner beaucoup de choses qui bougent dans ce cadre-là en ce moment, dans cette dynamique-là en ce moment. Et notamment, je voulais souligner l'initiative d'une société française qui s'est créée autour du mobile, qui s'appelle Génie Mobile, et qui a créé qui est à l'origine du projet Buildroid, qui permet de virtualiser un Android en fait directement, et qui simplifie grandement le test de l'application sur terminaux, parce qu'on sait tous que l'émulateur Android, voilà, c'est sur S86 et un portage sur ARM un peu. Est-ce que ça change pas la note? Alors, je suis pas suffisamment technique, c'est pas moi qui mets en œuvre le sujet, c'est mes équipes, mais je vais avoir du mal à répondre spécifiquement à ces questions-là. Voilà, donc, mais il y a un vrai sujet, une vraie dynamique autour de ça. On pourrait tester d'autres dynamiques comme TestDroid par exemple, qui permet de faire d'automatiser des tests, de scénariser et d'automatiser des tests sur différents terminaux. Voilà, il y a plein de choses qui existent autour de ça et qui permettent de faciliter grandement le travail par rapport à il y a encore 6 ou 8 mois. Alors pour en revenir sur ce problème d'architecture, ça ne change que si tu fais si tu intègres dans Android des librairies natives avec GNI. Dans ce cas-là, oui, parce que la librairie native, il faut qu'elle soit compilée sur 2 architectures différentes. Mais dans tous les autres cas, il n'y a aucun problème. Vous avez parlé des SDK, des IDE dans le monde natif, vous avez parlé d'IDE dans le monde web, mais qu'en est-il de l'intégration de framework dans votre travail? Est-ce que vous avez fait ça et votre retour d'expérience? Moi, je pense qu'il y a un élément important sur la notion. Répète la question. Oui, tu posais la question s'il y avait des intégrations au niveau des frameworks. Moi, je suis méfiant des frameworks sur mobile parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un device qui est petit, qui a peu de ressources et que ces ressources, elles doivent être partagées par toutes les applications. Donc oui, on a des téléphones super chers, super beaux, qui ont beaucoup de mémoire, mais c'est pas le cas nominal. Donc le problème d'un framework, c'est que ça rajoute des couches d'abstraction qui sont intéressantes, mais qui consomment des ressources. Rien que le fait de faire une application HTML en soi native, on a vu que c'était intéressant, mais ça a un impact quand même, c'est qu'au niveau mémoire, ça vous consommez, il va devoir monter un navigateur entier. Un navigateur, c'est pas anodin au niveau consommation mémoire. C'est-à-dire qu'une application cross-platform va avoir tendance à être plus consommatrice de mémoire qu'une application native équivalente. Avec un effet indirect, c'est que les systèmes d'exploitation pour mobile sont basés sur le fait que c'est pas à l'utilisateur de gérer le cycle de vie des applications. Il ne dit pas quand est-ce qu'elle démarre et quand est-ce qu'elle s'arrête. C'est lui-même, l'OS, qui va décider, tiens, cette application, j'ai besoin de mémoire pour une autre application, donc je vais t'interrompre. Et ce qui fait que l'utilisateur, quand il revient, il croit que l'application était toujours en mémoire, c'est pas le cas, il va la relancer. Donc beaucoup d'utilisateurs ignorent ce mécanisme-là, qui fait qu'il croit qu'il a 250 applications, mais c'est assez amusant, surtout avec les gens d'iPhone, ils sont persuadés que toutes les applications sont en mémoire, mais quand on leur dit, vous n'avez jamais remarqué que de temps en temps, quand une application vous la relancez, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisée, elle va se mettre à remettre la page d'écran du début, elle va se remettre à charger des choses, c'est parce qu'entre temps elle était tuée. Elle vous fait croire qu'elle est toujours là, mais en réalité elle n'est pas là. C'est même plus loin parce que Android, enfin sur iOS, il vous fait une copie d'écran de la dernière état de l'application quand il l'a tuée, de telle sorte qu'en il va vous la relancer, il va vous présenter la copie d'écran pour vous faire croire que c'est instantané, alors qu'en réalité il est en train de la remonter, de la recharger. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'au niveau sécurité, la copie d'écran en question peut très bien avoir des informations confidentielles qui du coup sont sauvées sur le disque, et donc si on vole un téléphone, on peut retrouver ces copies d'écran et avoir des informations confidentielles. Bon, ça c'est un autre sujet, mais il est intéressant aussi de savoir que mettre des frameworks, c'est en soi consommer les ressources. Et donc il peut y avoir des impacts négatifs par rapport à ça. Donc, moi personnellement, je pense qu'un développeur pour mobile doit toujours avoir à l'esprit le fait qu'il doit être le plus économe possible sur le trafic réseau, sur la consommation mémoire, sur la consommation CPU, et que les frameworks n'aident pas forcément avec ça. Alors, tu parles de ressources, excuse-moi, mais j'aimerais bien parler de coûts également. Est-ce que c'est moins cher de développer un framework? Alors, juste pour réagir avec ça, c'est très très important parce qu'il faut penser aussi que la batterie, l'électricité, c'est limité sur ce genre de téléphone, et donc il faut limiter au maximum l'utilisation de CPU et de mémoire. Autre problème, c'est que les WebView, tout ce genre de choses, c'est pas des composants qui n'ont pas de fuite de mémoire. En fait, ça en a même énormément.
C'est moins grave aujourd'hui, mais quand on développait au début d'Android sur le G1, vous savez, le super téléphone qui passe partout, avec son clavier et tout ça, des WebView, on pouvait en mettre qu'une seule en mémoire à un moment donné, parce que du moment qu'il y avait la deuxième, ça crachait. Boum, plus de mémoire. Alors, sur iOS, tu l'as dit, des fois ça tue l'application. Et je crois que le top du top de la gestion de la mémoire, c'est celui d'Android, où au moment où vous utilisez trop, ça va vous tuer, même si vous êtes à l'écran. C'est super bien comme retour d'utilisateur. C'est voilà. Alors pour revenir sur les coûts, Romain l'a un peu dit, hein, donc le web coûte moins cher aujourd'hui. Je pense que c'est un leurre parce qu'il y a du très bon web, du web qui fait que l'application ressemble vraiment à une application que je vais utiliser. Et ben finalement, ça coûte à peu près le même prix. Il faut pas rêver. Hein. Puis il y a une question de compétence aussi. Excuse-moi. Il y a une question de compétence, c'est-à-dire que les compétences en développement web mobile, elles sont aussi assez rares finalement. Alors c'est De la même manière qu'on ne transpose pas un développeur web en web mobile, on ne transpose pas un développeur J2ME en Java 2 Android, la transposition est difficile. Là-dessus, nous, on a du retour d'expérience. Donc, le retour d'expérience pour un web développeur de se mettre à un framework qui est orienté objet, qui reprend vraiment des modèles de conception qui viennent du natif, ça se fait très rapidement. Les gens, ça résout justement certains manques et ça leur offre des portes de nouvelles portes qui étaient fermées jusque-là. Donc ça, c'est un retour d'un vrai web développeur. Hein. Et de l'autre côté, le développeur natif, il va se retrouver dans un environnement qui comprend un peu, et il va devoir se mettre au fichier CSS, à des choses qui viennent un peu du monde du web développement. Donc nous, ce qu'on voit dans l'entreprise aujourd'hui, c'est un temps d'adaptation, en fait, des deux côtés, de 2 semaines pour un développeur senior et 4 semaines pour un développeur junior. Après, ce que ça nous apporte concrètement, hein, je vais parler du monde de la PME, on n'est pas obligé d'avoir des équipes qui soient spécialistes d'Objective-C, spécialistes de Windows Mobile, spécialistes de BadaOS, Badastrophe, etc. Et donc pour nous, c'est une réduction de coûts évidente. Et effectivement, il y aura peut-être une pénurie de développeurs web mobiles, mais pour nous, c'est une vraie réduction de coûts qui est chiffrée de 65 à 85%. Ouais. Un point sur Philippe, les frameworks et les performances. Oui, certains frameworks mobiles n'ont pas du tout été faits en réfléchissant aux ressources. Donc on a bien des frameworks qu'on a essayé nous, jQuery Mobile pour ne pas le nommer, où on a été relativement déçus. Ensuite, il y a les autres frameworks, on n'est pas sur le même terrain. Ce qu'on utilise chez nous, c'est PhoneGap. Donc on a fait une présentation ce matin sur l'outil. PhoneGap, où l'idée est de développer une web app HTML5 CSS3. PhoneGap donne l'accès aux API natives du téléphone et permet de la packager en application pour la distribuer ensuite. Donc c'est marrant parce qu'on est sur une logique assez séduisante, je trouve, où on développe en langage web, où il faut quelques compétences pour faire des plugins en natif, si jamais on en a besoin, mais par contre ce qu'il faut absolument, c'est une compétence mobile. Donc la compétence des situations d'usage mobile, des problématiques de réseau, des problématiques d'écosystème mobile, où je vais aller chercher un Facebook, un Google, quelque chose. Sur les coûts de développement, nous on s'est rendu compte, alors Smile intégrateur, donc qui arrive avec ses habitudes et ses méthodes projet relativement rodées, comparativement à des développements natifs, si on fait un projet avec un PhoneGap sur 2 plateformes, on va être quasiment au même coût que le faire 2 fois en natif. Là où le cross-platform va apporter des économies de coûts, c'est à partir entre guillemets de la 3e plateforme. Néanmoins, dès la 2e, on se rend compte qu'on gagne quand même en maintenabilité du code, on a quelque chose de plus propre, de plus stable, de plus pérenne, et on peut aussi en faire une web app très rapidement en claquant des doigts, en la sortant de PhoneGap. Donc finalement, sur PhoneGap, on fait un iOS et Android et une web app pour le prix de une native iOS plus une native Android. Vivement que Microsoft nous sorte une bonne version de Windows Mobile, comme ça on réduira les coûts, quoi. C'est intéressant parce qu'on parle de coûts de développement, mais c'est pas les seuls coûts. Le coût de maintenance derrière et de correction. J'ai pas dit que les développements, j'ai fait conception, ergo, design, la totale. Et la maintenance corrective derrière aussi. La maintenance derrière, justement, c'est là-dessus qu'on arrive à gagner à partir de 2. C'est clair. Sur la correction d'un bug, vous allez le répercuter sur l'ensemble des plateformes. Après, il y
Il y a aussi le mythe clairement de l'orienté web. Aujourd'hui, on n'est pas sur un standard qui est implémenté de la même manière partout. Donc quand vous arrivez dans ce secteur-là, dans le monde du web, vous avez déjà à peu près 150 librairies différentes, du jQuery mobile, du Dojo, toutes celles-là. Donc vous avez un gros travail de tri à faire, que nous on a fait en interne, qui représente à peu près 6 mois d'état de l'art et de comparatif.